Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui en direct de Gujan-Mestras, mes studios juste à côté de La Teste où je suis né, dont vous avez forcément entendu parler avec les feux en Gironde. Eh bien nous allons réagir à la grosse actualité qui buzz là depuis quelques jours dans la presse générale mais également dans la presse spécialisée, à savoir l'A400M qui pourrait se transformer en avion bombardier d'eau. Et ce qui m'a décidé à réagir sur cette actualité, c'est un reportage sur une grande chaîne nationale où on est allé en fait de désinformation en désinformation. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on parle de l'A400M, ensuite que l'on parle un petit peu de la lutte contre les feux de forêt, derrière des programmes, des nouveaux avions, toutes ces choses-là qui vont arriver. Et ensuite, eh bien, je vais vous livrer un petit peu mon point de vue sur cet énorme espace médiatique qui a été pris. C'est plutôt un allumage de contre-feu, vu ce qui se passe actuellement avec la sécurité civile. Alors nous allons commencer avec l'A400M. J'ai eu la chance d'aller visiter leurs usines à Séville en Espagne. C'est très impressionnant. C'est un gros avion, un avion qui vaut à peu près 130 millions d'euros pièce. Il y en a 19 à l'heure actuelle en France. On va en avoir 25 d'ici quelques années et à terme peut-être une cinquantaine. C'est un petit peu d'une certaine manière notre F-35 à nous. Pourquoi? Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que le programme a été compliqué, a pris du retard et a explosé le budget. Vous allez me dire classique avec tous les programmes modernes, mais voilà, il faut savoir reconnaître aussi quand il y a des problèmes en Europe, et là, ça a plus qu'été le cas. Je m'appuie sur Thomas Enders, qui était de chez Airbus, qui a quand même dit le 29 mars 2009, il vaudrait mieux annuler le programme plutôt que s'enfoncer dans les difficultés. Bon, alors, toujours est-il, ils ont réussi à aller vers l'A400M, qui est maintenant un avion qui fonctionne très bien, qui a fait ses preuves, qui est doté de nouvelles capacités, qui est à hélice, qui permet donc d'époser d'assaut, notamment et bien sûr des pistes primaires, également sur des plages. Ça a été réalisé par les Anglais, même si vous doutez bien, d'un point de vue maintenance, d'un point de vue longévité, ça peut avoir un impact. Et donc la grosse annonce du 26 juillet 2022, c'est cette dépêche de presse qui nous dit que Airbus a réalisé une campagne d'essai en vol en Espagne avec son avion de transport de nouvelle génération, l'A400M, équipé d'un prototype de kit amovible pour la lutte contre les incendies. Donc ça c'est important, c'est vous prenez un A400M, vous faites rentrer dedans avec ce qu'on appelle un kit roulier de type RORO, Roll-on, Roll-off, des systèmes avec des réservoirs, et vous pouvez maintenant avoir 20 tonnes d'eau à l'intérieur de l'avion qui va sortir grâce à en fait deux gros tuyaux depuis la plage arrière. Ils ont réalisé des essais qui consistaient à larguer jusqu'à 20 tonnes d'eau à partir du réservoir en moins de 10 secondes, à basse altitude, 150 pieds, à faible vitesse, 125 nœuds. Regardez sur les images l'angle d'incidence de l'A400M. On va en reparler parce que moi je pense que c'est pas forcément une situation d'avenir. Alors forcément avec la force marketing, avec la force lobbying d'Airbus, ça a été repris dans les médias, le fameux reportage dont je vous parlais. Et là je vais vous citer deux, trois petits points du reportage qui nous dit qu'avec 20 000 litres d'eau, ça serait plus que n'importe quel autre aéronef. Alors ça c'est vrai pour ce qu'on a actuellement en France, mais c'est faux sinon. Par exemple les DC-10 peuvent en porter plus, mais bon, c'est pas grave. Qui nous dit également eh bien, que ça pourrait devenir une arme incontournable en cas d'incendie et capable de déverser 3 fois plus d'eau qu'un Canadair. Donc ça, factuellement, c'est vrai, mais c'est absolument rien comprendre à comment fonctionnent les Canadairs. Et qu'il a la capacité surtout à voler 24 heures sur 24. Et là, on nous explique que le vol de nuit en A400M, avec du suivi de terrain, c'est magique, c'est merveilleux. Et ça va permettre eh bien, d'attaquer le feu en permanence. Et là, c'est un petit peu vite oublié, si ce n'est même un peu beaucoup insulté la mémoire, de Mark Thor Olson, qui était un précurseur dans le Colorado, qui a été pilote dans l'armée de l'air américaine sur A-10, qui a ensuite qui a également fait de l'hélicoptère, qui avait plus de 8000 heures de vol, 1000 heures sous jumelles de vision nocturne, qui a travaillé pendant 4 ans à la mise au point de largage en petit avion monomoteur contre les feux incendies de nuit dans le Colorado. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est tué tout simplement sur sa première mission de largage. Et c'était pas plus tard que le 16 novembre 2021. Donc, tout ça pour vous dire quoi? À l'heure actuelle, la sécurité civile interdit les largages pour les avions sur les feux de nuit.
la pratique de largage d'eau sur feu de nuit par des ailes fixes, des voilures fixes, n'est quasiment pas fait à travers le monde pour la raison que je viens de vous citer. C'est extrêmement dangereux, c'est pas une situation d'avenir. Et regardez un petit peu ces photos de jour. Déjà de jour, c'est très compliqué. Alors de nuit, voilà. Maintenant, des jumelles de vision nocturne, c'est ébloui. Il faut même prendre en compte la position de la lune pour pas être ébloui quand on vole avec des jumelles de vision nocturne. Donc imaginez face à des feux. C'est du marketing, c'est des bonnes idées, ça fait bien dans les articles de presse, mais d'un point de vue opérationnel, c'est vous induire en erreur parce que c'est vraiment à des années-lumière de ce que les opérationnels peuvent faire et de ce qu'ils ont envie de faire. Ensuite, derrière, on nous met des magnifiques animations où on voit de la 400M posée sur une plage à peu près 2,50 m de la mer en train de refaire le plein. Il nous market qu'on va pouvoir récupérer 20 tonnes d'eau en l'espace de 5 minutes. Vous doutez bien qu'il lui faut une formation particulière, du staff particulier, du matos particulier. Et si on veut être au plus près des feux, au plus près des flammes, un cas comme en Gironde, le vent a énormément tourné, ça nécessite d'être très flexible sur là où vous allez récupérer l'eau. Donc si vous devez installer du matériel le long d'une plage qui n'est pas vraiment accessible, vous doutez bien que c'est très compliqué. Bref, en français dans le texte, ça paraît très simple quand ça vous est marketé comme ça à la télé. Dans la vraie vie, ça n'a absolument rien à voir. Et il faut savoir prendre du recul par rapport à ces informations et essayer de comprendre de manière macro un petit peu ce que c'est que la lutte contre les incendies. Pour lutter efficacement contre les incendies, en fait, vous avez des attaques directes contre le feu, des attaques indirectes ou des attaques parallèles. À chaque fois, il y a différentes gammes d'avions qui existent. Les Américains ont une terminologie spécifique. Ils ont les SEAT, Single Engine Air Tanker. C'est en gros par exemple, les petits AT qui vont pouvoir larguer jusqu'à peu près 3 tonnes d'eau ou de retardant. C'est pas la même chose, on en reparlera. Ensuite, vous avez les LAT. Les LAT, ce sont les Large Air Tankers. On est sur la gamme des 6 à 15 tonnes. Par exemple, le Dash 8. Ensuite, vous avez les VLAT, Very Large Air Tanker, comme le DC-10, qui lui, quand même, peut larguer 45 tonnes, hein, ça commence à faire beaucoup, qui ont plutôt tendance à larguer plus haut, hein, les LAT, c'est plutôt 100-150 pieds, les VLAT, c'est plutôt au-dessus de 250 pieds, et vous aviez un 747 qui faisait ça à l'époque, le Super Tanker, 75 000 litres, qui a été arrêté parce que, en plus, accessoirement, c'était le moins précis et apparemment sûrement des moins efficaces de toutes les catégories. Vous avez également ce qu'on appelle les water scoopers, comme le fameux CL415, le Canadair, qui est également surnommé le Pélican. Alors lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut récupérer de l'eau directement en lac ou en mer, si les conditions de houle sont correctes, et il va pouvoir aller larguer 6 tonnes d'eau à 100-150 pieds, mais il ne fonctionnera généralement pas seul, il fonctionne en noria, en équipe, et vous avez par exemple 3-4 Canadair qui vont travailler ensemble et qui vont pouvoir comme ça maintenir une permanence sur le feu. Dans le cas des feux de la Teste, vous aviez d'un côté le lac de Cazaux, de l'autre côté de la mer, et grâce au noria, vous aviez 6 tonnes d'eau qui tombaient quasiment toutes les 45 secondes sur le feu, quasiment de manière ininterrompue. Extrêmement efficace. Pourquoi ? Parce qu'en fait, que vous larguiez de l'eau, de la mousse ou du retardant, l'impact sur le feu va être différent. Il y a vraiment deux choses à prendre en compte. La première, c'est ce que vous envoyez. L'eau. L'eau, en gros, d'après des grands chiffres canadiens, ça tient à peu près 4 minutes. Ensuite, la foam, la mousse, vous allez avoir un impact pendant à peu près 20 minutes. Et le mieux, c'est le retardant. Vous allez avoir un impact entre 4 heures et 24 heures, en fonction des conditions météo, de l'humidité, de plein de choses. Donc, eau, mousse ou retardant, le plus efficace, c'est le retardant. Forcément, maintenant, ça dépend ce que vous cherchez à faire. Si vous voulez faire un impact direct, envoyer de l'eau en permanence, c'est très bien. Maintenant, il y a deux types d'effets avec l'eau. Vous avez le fait, comme sur la 400M, que ce soit du spray derrière, et là, il n'y a pas d'effet de souffle. Ou alors, ce que vous voulez rechercher, donc ça c'est le spray, ce que vous voulez rechercher, c'est un impact. Et là, c'est grâce à des soutes, comme sur CL415. Vous ouvrez les soutes, ça tombe, il y a de la masse, ça impacte. Il y a l'effet de souffle, ça peut même aller chercher un peu dans le sous-sol quand il y a des feux qui se traînent en dessous. Et là, vous avez un vrai impact. Donc, en résumé, ce qui est très impactant, c'est de l'eau qui tombe en soute, plus ou moins en permanence grâce à une noria de 415, ou alors faire des bons tracés de retardant assez proche de la ligne de feu, par exemple parallèle à la ligne de feu, là vous allez pouvoir avoir un impact aussi. Je vous ai parlé des sites, je vous ai parlé des LAT, je vous ai parlé des VLAT, il existe aussi les MAFFS, je ne sais pas trop comment on prononce, MAFFS, Military Airborne Firefighting System, où là ce sont des avions
comme le C-130, qui ont des kits, exactement ce que veut faire Airbus pour la 400M, et qui sont utilisés. Donc ça, les États-Unis l'utilisent déjà sur C-130. D'ailleurs, en 2012, ils ont perdu un avion et 4 des 6 membres d'équipage lors d'un largage. Et leur objectif, là, c'est quoi? Eh bien, c'est de pouvoir utiliser des C-130 ou d'autres types d'avions pour renforcer les forces de lutte contre incendie. À noter que la 400M, voilà, comme je vous disais, ils n'ont rien inventé, ça se fait déjà sur C-130, ça se fait casser 390, il y a eu des tests sur CASA 235, CASA 295. De manière générale, les leçons learned que l'on entend, c'est que les VLAT, c'est pas si efficace que ça. C'est que le plus efficace, c'est du water scooper, c'est du SIT et c'est le LAT. Et le Dash 8 aurait apparemment étonné avec ses capacités de maniabilité. Donc à l'heure actuelle en France, de quoi est-ce que l'on dispose? Sur le papier, on a 12 CL415, les Canadair. Apparemment, mi-juillet, on en avait à peu près 9 en état de vol. Forcément, vous doutez bien qu'on ne peut pas avoir 100% de la flotte qui soit opérationnelle à l'instant T. Nous avons 6 Dash 8, je crois que le 7e vient d'être livré, le 8e devrait arriver l'année prochaine ou sous peu, et mi-juillet, apparemment, il y en avait 4 sur 6 qui étaient opérationnels. Une commande au niveau européen était passée pour le remplaçant du Canadair du CL415, qui sera le 2 Havilland Canada 515, et là, c'est l'Europe qui en a acheté. Ils en auront acheté 12, 2 devraient être positionnés en France, mais ils n'appartiendront pas à la France, donc on ne sera pas prioritaire dessus. Ce 515, oui, a été marketé comme pouvant faire des opérations de nuit. Néanmoins, il se veut multi-mission, multi-rôle. Il aura une capacité à faire de la recherche de personnes en mer, donc du search and rescue, une capacité également à se poser et faire sortir un petit canot, ou à même faire un peu de patrouille maritime ou de surveillance maritime. Donc forcément, ils mettent en avant la capacité de vol la nuit. Ça ne veut pas forcément dire, probablement pas dire qu'ils vont pouvoir aller faire du largage de nuit, hein, je insiste là-dessus. Vous avez également en France des compagnies, notamment une Corse créée par un ancien pilote de l'armée de l'air, qui a du SID, donc du Single Engine Air Tanker, et qui loue ses services qui font partie de contrats dans le sud de la France. Maintenant, je voudrais juste qu'on fasse une toute petite pause et qu'on regarde l'attaque d'incendie. On a parlé attaque directe, indirecte, attaque parallèle, différentes hauteurs par rapport aux flammes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que voler dans un air chaud, voler autour d'un incendie, ce n'est pas du tout du vol habituel. Les structures de avions vont être mis à rude épreuve et il suffit de regarder l'accidentologie des avions largueurs pour le comprendre. Le 16 août 2003 en Italie, à cause des turbulences, eh bien, il y a un Canadair qui a été perdu. En Toscane, en 2005, ce coup-ci, c'est un Canadair qui a tapé des lignes électriques. Toujours en 2005, ce coup-ci à Calvi, c'est carrément le fuselage d'un Canadair qui a lâché, probablement à cause de l'aérologie. En 2007, vous avez un Canadair qui tape des collines. Et là, c'est juste ces dernières années. Là où je veux en venir, c'est que ces avions, les CL415, 95 avions fabriqués, eh bien, il y en a 11 qui ont été cassés. 11 qui ont été cassés. Pourquoi? Parce que cela évolue dans un environnement très dangereux. Et regardez les C-130, regardez d'autres avions, regardez ces images. Voilà, la fatigue structurelle est énorme. Donc, prendre un avion qui, dès la base, a été conçu pour ça, il est renforcé pour, c'est comme le Rafale Marine, c'est tout pensé pour. Prendre un A400M qui n'est pas du tout été pensé initialement pour ça, c'est l'amener vers des énormes contraintes d'un point de vue fuselage, au niveau des ailes, et ça lui faire du mal. L'autre point, c'est il va falloir aller dans des zones difficilement accessibles. En Corse, en Ardèche, rentrer dans les petites vallées. Pour être impactant, c'est pas tout de larguer, il faut également avoir un impact. Et donc pour ça, il faut mettre l'eau au bon endroit, il faut pouvoir se rapprocher. Et le run d'attaque, le run pour aller chercher ça, eh bien ça va nécessiter de rentrer dans le relief, ça va nécessiter d'être très agile. Ça va nécessiter d'aller dans des conditions où l'avion va être tabassé, où la météo sera pas bonne. Bref, ça va nécessiter de la part de la machine, et je vais en parler après, de la part des humains, énormément de compétences spécifiques. Et si vous voulez un exemple, eh bien les DC-10 en 2007, ils se présentent pour aller faire une passe, ils descendent, et là ils se prennent une petite turbulence, et ils se retrouvent avec l'aile gauche qui s'enfonce, et lors de leur virage, ils perdent 100 à 200 pieds de trop, à tel point qu'avec un DC-10, c'est absolument énorme comme avion, ils ont touché les arbres avec l'aile gauche. Donc pour vous donner une idée, un very large tanker, alors qu'il vise un largage à 250 pieds, il peut se retrouver à perdre 100-200 pieds quasi instantanément à cause des phénomènes aérologiques.
Et je vous rappelle que l'air chaud porte moins bien, donc vous avez une énorme perte de portance quand vous vous approchez des feux. À partir de là, la lutte anti-incendie, ce n'est pas du tout un sport de masse, c'est un métier spécifique avec des problèmes spécifiques et qui nécessite du personnel ultra entraîné et des équipes derrière de soutien ultra efficaces. Et ce qui me chagrine, ce qui m'embête, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que avec ce buzz autour de la solution miracle proposée par Airbus, qui a été repris de manière dithyrambique par la presse non spécialisée, et même un peu la presse spécialisée, je pense que l'on passe absolument à côté de la vraie solution pour combattre les incendies. Alors la vraie solution, c'est quoi? La vraie solution, ça serait peut-être tout simplement d'aller voir les spécialistes français de la lutte contre les incendies. Il y a des syndicats, le syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile, par exemple, avec d'excellents anciens marins, d'excellents anciens pilotes de l'armée de l'air, d'excellentes personnes civiles également. Et j'ai eu la chance d'avoir volé avec certains d'entre eux. Ce sont des professionnels incroyables qui sont corps et âme dévolus à leur mission, des anciens militaires qui ont fait une carrière, qui ont fait la guerre, qui sont vraiment portés par le poids de la mission, qui se lèvent tous les matins pour rendre un service à la nation, à la République. Et on se retrouve avec des papiers comme celui du 9 mars 2022, avec un préavis de grève. Et croyez-moi, s'ils en sont à deux, c'est pas dans l'ADN du militaire, ou de l'ancien militaire de vouloir faire grève, où on se retrouve avoir des déclarations. Depuis 3 ans, les pilotes bombardiers d'eau du groupement d'avions de la sécurité civile souffrent de multiples dysfonctionnements tout en continuant à mener une des missions régaliennes du ministère de l'Intérieur. Protéger les personnes, les biens et l'environnement contre les incendies de forêt. Et je vous laisse lire les papiers, je vous mets le lien en dessous, mais pour faire simple, vous avez à l'heure actuelle des pilotes et des membres de la sécurité civile qui luttent contre les incendies, dont on dit du bien aux informations toute la journée. Eh bien, non-versement des primes de vol, 65% du salaire. Problème de versement de salaire allant jusqu'à son non-versement. Alors là, vous ne faites pas les choquer en mode « Ah, c'est pas possible, c'est l'État qui paye ». Je vous renvoie vers Louvois et tous les militaires français en opération extérieure qui n'ont pas pu être payés pendant des années. C'était une véritable catastrophe. On se rend compte que le problème Louvois, là c'est différent, mais on en revient toujours au même problème. Vous avez des commandants de bord, vous avez des copilotes qui montent dans des avions et qui ne savent pas s'ils vont être payés. Et j'ai même envie de vous dire, c'est pas un problème d'argent, c'est un problème de stress, de pouvoir se concentrer sur sa mission. Ils ont besoin de pouvoir être à 100% sur la mission parce que nous l'avons vu, c'est une mission compliquée et il faut que l'humain, dans la machine, dans la Wunderwaffen, il faut que l'humain, il puisse être à 200% sur sa mission. Et ce n'est pas possible si on ne vous verse pas votre salaire, vous avez une pression familiale à côté, vous avez des emprunts à payer. Ils en sont quand même rendus au stade où ils en sont à avoir la demande de mise en place de prêts à taux zéro. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc on en est là quand même. Donc après, on a le président qui vient, et je ne fais pas de politique, c'est pas l'idée, mais qui vient et qui dit « C'est merveilleux, merci à tous d'avoir lutté contre l'incendie. Vous avez d'énormes problèmes d'un point de vue administratif et opérationnel à la sécurité civile. Et plutôt que de prendre du temps d'antenne à nous expliquer que l'A400M va pouvoir sprayer avec du personnel non formé à bord ou qu'il faudra former, mais par qui? Par ces spécialistes à l'heure actuelle, on ne les paye pas. Eh bien, on pourrait peut-être revenir aux bases, back to basics, on revient aux choses simples, on regarde qui c'est à l'heure actuelle qui a la compétence, ce sont nos excellents pilotes de la sécurité civile. De quoi avez-vous besoin, messieurs, pour réaliser les missions? Qu'est-ce que l'on peut faire? Et peut-être qu'on pourrait les écouter. Et on se rend compte quand on lit leur préavis de grève, eh bien, qu'ils ne sont pas respectés, qu'ils ne sont pas écoutés, que tout ce qu'ils proposent pour la sécurité, pour les opérations n'est pas du tout pris en compte. Et je trouve ça absolument tragique. Pour que vous compreniez quand même la propos, je cite toujours préavis de grève, « Il est vrai qu'il est plus simple pour notre direction d'envoyer des pilotes au feu accaparés par des préoccupations financières. » Voilà, donc on en est là clairement, c'est écrit noir sur blanc, nos pilotes français qui vont au feu, qui protègent des vies, et encore une fois c'est merveilleux, en Gironde il n'y a pas eu une vie de perdue, grâce aux pompiers au sol, grâce aux pompiers en l'air, eh bien ils y vont accaparés par des préoccupations financières. Et pendant ce temps-là, on nous explique « Oh, un super avion à 130 millions d'euros, on pourrait rajouter un kit à X millions, et puis c'est top, et on demandera à l'armée de l'air qui a ses problèmes aussi de venir aider, parce que de toute façon les pompiers de sécu civile, ils n'y arrivent pas. » Donc vraiment, je ne cherche pas à faire un coup de gueule, c'est pas l'idée, mais je cherche à vous amener à prendre du recul. On vous bazarde des informations, du buzz, oh c'est merveilleux, on va pouvoir faire de nuit et tout, parce que de toute façon les autres ils sont pas assez bons pour le faire. Non, retour aux bases, on a des Canadair,
on a des Dash 8. À l'heure actuelle, et je vous invite à regarder les interviews, tout ça, on a des Canadair, même pendant les feux de Gironde, qui ne volaient pas par manque de personnel. Mais c'est sûr que c'est pas en ne payant pas le personnel que vous allez avoir des anciens militaires ou du personnel avec de l'expérience qui sort de leur carrière militaire, à qui on propose « veux-tu aller en compagnie nationale, genre Air France, ou veux-tu aller chez les Canadair ?» et tu seras pas payé et tu n'auras aucune prime et on n'écoutera pas ton avis d'expert sur l'évolution du secteur. Bah forcément, ça a plus tendance à envoyer les gens vers Air France. Et après, on se retrouve « ah ben on n'a plus assez de personnel, plus assez de ressources humaines pour faire tourner nos Canadair, pour faire tourner nos Dash 8. » Et derrière, eh bien, ça va rendre l'augmentation des compétences françaises, l'accroissement du parc aérien de spécialistes absolument impossible. Parce que vos spécialistes, soit ils n'existeront plus, ils seront partis, soit ceux qui sont encore là, ils ont une telle charge de travail qu'ils ne pourront pas à la fois faire de l'opérationnel et de l'organique, donc régénérer les compétences, transmettre, former de la nouvelle génération. Donc, on est vraiment à un moment crucial et ce sur quoi eh bien, j'aimerais bien que les médias insistent, c'est sur la préservation de la compétence RH, de la compétence technique vraiment unique qu'il y a à la base de sécurité civile de Nîmes-Garons et les écouter, les remettre au milieu du village et leur montrer eh bien, qu'on a conscience de leurs problématiques et que ça serait bien qu'ils soient respectés et traités comme ils le doivent. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à partager. Vous connaissez du monde dans l'administration française. Envoyez-leur le préavis de grève, ça serait peut-être bien qu'ils comprennent. Et pourquoi pas la vidéo pour qu'ils prennent un petit peu de recul. Et voilà, il y a plein de gens extrêmement compétents sur la base de Nîmes. Je suis sûr qu'ils ont des questions et pour leur demander directement. Allez, fly safe.